Bonjour, bon lundi à tous. Nous sommes le... Combien? Lundi 16 novembre. Lundi 16 novembre, c'est pas fait exprès, mais vraiment j'ai oublié la date. 16 novembre, et donc nous commençons notre ZCL aujourd'hui avec bien sûr un peu de gravité, puisque des événements graves ont eu lieu ce week-end depuis vendredi en France. On va en parler bien évidemment. On va recevoir d'ailleurs tout à l'heure un politologue, notre politologue préféré, M. Georges Calix, qui est déjà avec nous. Ensuite, nous rencontrerons Patrice Abdallah, qui est du syndicat unifié de la police. Avec lui, nous ferons un petit peu le point sur les mesures de sécurité, sur la situation de la police. Nous poserons la question, est-ce que les Guadeloupéens sont en sécurité aujourd'hui? Qu'est-ce ce qui peut arriver? Et puis, en fin de journal et d'édition, nous allons recevoir Madame Laura Mann, qui parlera d'un ouvrage qui vient tout juste de sortir. Ça s'appelle Les Antilles et la Guyane en 365 dates. Et je profite pour regarder, on est le combien, on m'a dit le 16. Alors, si je consulte son bouquin, le 16 novembre 1917, dit-elle, Henri Léméry, alors député de la Martinique, est nommé sous-secrétaire d'État au commerce. C'est le premier ultramarin à devenir membre d'un gouvernement. Je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Bien, voilà. Céline, les titres de cette édition. Eh bien, dans les titres de ce lundi, nous allons bien sûr consacrer une grande partie de cette édition aux attentats qui ont touché la capitale vendredi 13 novembre. Nous ferons un point sur l'enquête, mais aussi les hommages qui ont eu lieu depuis ce matin partout en France, mais aussi en Guadeloupe. Une de nos équipes s'est rendue dans les écoles ce matin. À Paris, l'émotion est toujours vive, bien sûr, et le climat très pesant. Maurice Cessé, notre correspondant à Paris, était place de la République hier, où, vous le savez, malgré l'état d'urgence, de très nombreux Parisiens s'étaient rassemblés. Maurice, c'est ce que nous devrions avoir en direct plus tard dans ce ZCL. Et puis dans les titres, c'est également ces frappes françaises en Syrie, notamment à Raqqa, fief du présumé État islamique. Alors êtes-vous favorable à ces interventions militaires? Ce sera le micro-trottoir du jour. Danick, voilà un petit peu pour le menu de ces informations. Très consistant. On va donc commencer avec Georges Calix, je vous l'ai dit, qui est notre consultant et qui est aussi politologue. Georges Calix, bonjour. Bonjour. Alors j'imagine que vous avez dû être, c'est pas un jeu de mots, être frappé par ce qui s'est passé vendredi à Paris. Frappé, mais également surtout horrifié. Et donc il y a, c'est vrai, le temps du recueillement, c'est le temps que l'on vit à l'heure actuelle, mais il va falloir qu'à un moment donné intervienne le temps du questionnement. Et ce qui m'a surpris, c'est que le terrorisme agissait d'habitude en ciblant des institutions qui étaient les plus représentatives, les plus symboliques du pays qu'il combattait. Or là, on voit une évolution subite, une forme de terrorisme aveugle, voyou. C'est pratiquement de l'anarchisme. C'est de l'anarchie totale, où il s'attaque maintenant au lieu de convivialité des citoyens. Et là, effectivement, c'est vraiment la situation de guerre, puisque là, on n'est pas simplement dans une situation de lutte contre des groupuscules qui s'attaquent aux symboles de la République. On est en présence de groupuscules fanatisés dont la seule vocation, le seul objectif, c'est de tuer le plus de citoyens que possible, y compris leurs compatriotes, parce qu'à la date d'aujourd'hui, la majorité, en tout cas, de ceux qui sont connus ayant fait ces attentats, sont des Français. Oui, et aussi beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes, moins de 30 ans pour la plupart. Donc, ce qui est regrettable. Deuxième question sur ce qui se passe, c'est la situation d'état d'urgence. Alors, beaucoup de gens en Guadeloupe, premièrement, se posent la question, est-ce que l'état d'urgence qui est en France est extensible à la Guadeloupe? Et dans quelles conditions? Et ce que ça va être? Alors, la Constitution prévoit deux cas de figure. Il y a d'abord son article 16. C'est lorsqu'il y a impossibilité de fonctionnement des institutions, à ce moment-là, le président prend les pleins pouvoirs. Il a les pleins pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et même le pouvoir judiciaire. Il y a le deuxième cas de figure, c'est l'article 36 de la Constitution, qui est ce qu'on appelle l'état de siège, qui ne correspond pas à la situation. Simplement, dans le cas de l'état de siège, l'armée a une vocation plus importante à intervenir dans l'exécutif. Et donc, il y a la situation d'urgence qui donne au président de la République, dans un premier temps, des pouvoirs exceptionnels en matière de sécurité intérieure et qui, dans un deuxième temps, peut être prorogé, mais avec l'aval du Parlement. C'est ce qui va se produire, prorogé pour 3 mois. Et par rapport donc à l'intervention du président de la République, il est intéressant de voir l'évolution qu'il propose. Il dit l'état d'urgence
n'est que pour 3 mois. Oui. Ça veut donc dire qu'après l'état d'urgence, on retombe dans le droit commun. Il faut donc faire évoluer le droit de telle sorte que certaines dispositions La Constitution. de l'état d'urgence, donc de la Constitution, puissent se transformer dans la loi de telle sorte que des mesures plus drastiques autorisées dans le cadre de l'état d'urgence puissent être entrées dans le droit commun. Justement, le président Hollande a déclaré tout à l'heure devant le Congrès, nous devons faire évoluer notre Constitution. Donc c'est une nécessité absolue pour justement lutter contre ce terrorisme de guerre, comme on le nomme désormais. Écoutez, la Constitution date de 1958 et donc elle doit s'adapter à la situation actuelle. Simplement, le président de la République est resté très prudent. Et pour 2 raisons. Il y a des mesures exceptionnelles qui lui ont été proposées lorsqu'il a reçu les chefs de parti. Il a dit ces mesures exceptionnelles, telles que par exemple les bracelets électroniques, l'exclusion des prédicateurs dans les mosquées. Il a dit, écoutez, je vais interroger le Conseil d'État. Je verrai quelle est la position du Conseil d'État, puisque le Conseil d'État peut être consulté par le gouvernement a priori. Et ensuite, je ferai le tri. S'agissant maintenant de l'évolution de la Constitution, oui, mais à la condition que cette évolution ne soit pas trop à l'extérieur de la Déclaration des droits de l'homme. Oui, ça c'est aussi, il faut donc que ce soit encadré. Alors, il est président de la République, de toute façon, il est obligé d'avoir, entre guillemets, de ménager la chèvre et le chou. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que l'état d'urgence est extensible à la Guadeloupe, à la Martinique, etc. Parfaitement, tout à fait. C'est-à-dire que l'état d'urgence concerne le territoire de la République. Pour l'instant, il ne concerne pas l'outre-mer, le président l'a rappelé, il concerne l'Hexagone. Oui. Voilà. Mais à mon avis, écoutez, M. Abdallah s'en expliquera tout à l'heure, mais je reste persuadé que lorsque la France va lutter contre Daesh, qu'il y aura un consortium européen, Daesh qui cherche à tout prix à s'attaquer à la France, n'oublions pas qu'il y a des Caribéens qui font le djihad. En Syrie. Oui. Et que s'ils ne peuvent pas attaquer la France sur le sol hexagonal, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant sur les départements d'outre-mer. Alors, l'autre question qui se pose aujourd'hui, que beaucoup de Guadeloupéens se posent aussi, et j'imagine vous aussi, c'est la France a commencé des frappes très dures hier. Il y a eu 12 avions qui ont frappé des centres névralgiques de Daesh, à Raqqa particulièrement. Le porte-avions Charles de Gaulle est dans les eaux territoriales, enfin proches du Proche-Orient, et devrait dans les jours qui viennent arriver. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que ces frappes vont détruire Daesh et que le terrorisme va disparaître et sera éradiqué, comme le disent depuis 2 jours Valls et le gouvernement? Non, c'est difficile. On a l'expérience de l'Irak et également de la Syrie. En fait, sur le plan géopolitique, il y a 2 options possibles. Soit l'option russe qui dit, écoutez, envoyons des hommes au sol à côté de Bachar el-Assad, de manière à pouvoir, avec les frappes, combattre au sol. D'un autre côté, il y a l'option beaucoup plus américaine et française qui consiste à dire, mais nous n'enverrons pas d'Occidentaux au sol, mais il y a des pays tels que la Turquie et l'Arabie Saoudite qui sont prêts à engager des troupes au sol, accentuons nos frappes et permettons à ces troupes de progresser par rapport à Daesh. En fait, ce que le G20 semble avoir rapproché, c'est le principe que les troupes au sol soient surtout les troupes des pays de la région et que les Occidentaux, eux, accentueraient les frappes de manière à permettre le progrès de ces troupes au sol qui seraient pour la plupart des pays frontaliers de la Syrie. Parce qu'on a vu, je passe la parole à Céline, on a vu l'exemple des Américains en Irak pendant pratiquement 5 ans. Et à leur départ, Daesh est né, pratiquement. On est bien d'accord. Céline. Et justement, sur l'action française à Raqqa, est-ce que ça vous a surpris, cette initiative prise un petit peu isolément? C'est vrai qu'on parle souvent de coalition, là. Il semble que, malgré tout, la France, elle agit seule. Ce qui est normal. Elle a été attaquée seule. Et le président l'a dit, nous sommes en guerre. Le Premier ministre a même été jusqu'à dire, nous allons frapper coup pour coup. Ce sont ses propres termes.
la France ne pouvait pas laisser passer plus de 72 heures sans réagir, et sans réagir d'ailleurs avec des bombardements bien plus intenses. Mais ça ne suffira pas. Il faudra maintenant que la diplomatie, qu'il y ait un consensus. Je rappelle que la France est membre de l'Europe, mais également membre de l'OTAN. Oui. Et que le traité 222 de l'Europe invite les autres pays à apporter assistance à n'importe quel pays lorsqu'il est touché par le terrorisme. Tout à fait. Et alors, d'autre part, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait, là aussi, intervenir, prendre une position, peut-être envoyer des troupes. Mais alors, la question qui se pose aujourd'hui, elle se pose depuis 2001, comment éradiquer ce terrorisme, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se concentre sur la Syrie et une partie de l'Irak qui sont occupés par Daesh, mais visiblement, le terrorisme n'est pas concentré seulement là. Il y a le Yémen. Il y a au Yémen, les Tchétchènes, au niveau du Mali également, au nord du Mali, etc., même une partie de l'Indonésie. Est-ce que, comme l'a dit, j'ai entendu un professeur non, c'est un magistrat français qui a dit hier ou avant-hier, que la question aujourd'hui n'est pas une question seulement de frappe aérienne, mais c'est une question aussi de moyens intérieurs, parce qu'en fait, on l'a bien vu, vous l'avez dit tout à l'heure, que les auteurs des attentats sont des Français, le plus souvent qui vivent déjà en France. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la France est en sécurité au regard de ce qui va se passer à l'extérieur et à l'intérieur, comment ça va se gérer? Et j'ai même cru entendre M. Valls dire que désormais, il faut s'attendre à d'autres actions de ce type-là en France, parce qu'on croyait après Charlie que c'était réglé, finalement. Alors d'abord, il y a un constat et des conclusions à tirer. Les conclusions à tirer. Comment, alors pourtant, il y a une section spéciale qui est la défense et surveillance intérieure, qui a été créée il y a 2 ans, la DSI, qui dispose de moyens. Première question, comment se fait-il qu'un attentat se déroule sur le sol français dans 7 points différents de la capitale et que les services de renseignement, qui pourtant ont le fin limier, ont complètement, et des moyens électroniques ont complètement été dépassés par les événements. Ce n'est lorsqu'on aura compris ce qui s'est passé que nous allons pouvoir effectivement se poser la question de l'évolution des modalités de lutte contre le terrorisme. Le deuxième aspect, n'oublions pas que le terrorisme a changé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont fanatisés et qui d'un seul coup se lèvent le matin et décident, au nom de la logique théologique qui veut qu'ils meurent en martyrs, décident tout simplement de tuer des impies, c'est comme ça qu'ils les appellent, de sacrifier leur vie, de tuer des impies de manière complètement aveugle. Ça, il y a une imprévisibilité dont je reconnais qu'il est difficile de maîtriser. Sur l'Union nationale dont on a parlé également, est-ce que vous pensez qu'elle va se fissurer rapidement La question est de savoir si elle ne s'est pas déjà fissurée. D'abord parce que le président de la République a dit, écoutez, moi j'ai bien entendu toutes vos propositions, aussi bien de la droite que de l'extrême droite, mais je vais d'abord saisir le Conseil d'État pour ensuite je vais trancher. Ça veut donc dire qu'en réalité les propositions dans leur immédiateté sont repoussées. Et je vous dis, la question que je viens de poser, incontestablement à la fin de la période de deuil, devra se poser, puisqu'à la limite, c'est la réponse à cette question qui devrait même être un élément conditionnant pour l'évolution de la Constitution. Tout à fait. On va revenir un peu sur la situation en Guadeloupe. Alors, on a vu que la plupart des têtes de liste ont décidé d'une trêve. Puisqu'il y a eu aussi aujourd'hui une minute de silence. La question qui va se poser, parce qu'il va y avoir une manifestation mercredi à Pointe-à-Pitre, et c'est une question qu'on posera tout à l'heure à M. Abdallah pour la police, mais je vous la pose quand même. Est-ce que la Guadeloupe peut être écartée de tout ça et penser que tout ira bien, qu'on est en sécurité, j'allais dire pas sociale, mais sécurité totale? Non, j'ai bien dit qu'à un moment donné, il y a des phénomènes de diffusion et que le sol français, quel qu'il soit, de toute façon, là où on frappe la France, donc y compris en Outre-mer. Il ne s'agit pas de tomber dans la psychose. Par contre, vous avez dit qu'il y a donc une double manifestation. Oui. Ce qu'il y a de regrettable, c'est que chaque leader politique
amène sur une forme particulière une manière de se recueillir. Il aurait été souhaitable que les leaders politiques prennent l'initiative de se rencontrer pendant la trêve et de lancer un appel commun à un recueillement tout aussi commun. Mais là, on va manifestement une forme de politisation des recueillements, ce qui n'est pas très bon. Bien, alors, sur la situation de la Guadeloupe, alors on va y revenir parce qu'il faut en parler. Le président de région a présenté mercredi à la presse sa liste et son programme. Ça a été aussi l'occasion, nous avons eu l'occasion ici de le dire, mais vous n'étiez pas là, M. Cadix, je veux dire qu'il y a eu, semble-t-il, pour nous en tout cas, journalistes, quelques dérapages de la part du président de région qui s'est attaqué très violemment à la presse, qui s'est attaqué aux sondeurs, qui s'est attaqué aux politologues, aux médias d'une manière générale. Et la question qui se pose et que je vous pose en tant que politologue, est-ce que les médias, les sondeurs ou les politologues sont un obstacle au déroulement de la démocratie ? Pas du tout, d'autant plus que ça rentre dans le processus tout à fait normal d'analyse préalable aux élections. J'avoue que perdre sa sérénité dans ce contexte particulier, c'est méconnaître que de toute façon, les analystes, les sondeurs et les médias sont toujours intervenus pour porter de l'information. Voilà. Alors, à un moment donné, j'ai entendu dire qu'un politologue qui est directeur de cabinet, d'ailleurs, du maire de Capesterre, donc soi-disant, alors je ne me sens pas visé parce que je ne connais pas de directeur de cabinet à Capesterre de Marie-Galante, je collabore occasionnellement avec Mme Bourgeois, mais s'attaquer à Calistat, s'attaquer à ceux qui font l'analyse politique, s'attaquer à l'intégralité des médias, je ne pense pas que ça soit la meilleure stratégie de campagne, mais bon, chacun prend la responsabilité qu'il assume jusqu'au bout, et nous continuerons en toute objectivité, puisque nous n'avons contrat avec aucun média, nous n'avons contrat avec aucune institution, avec aucune collectivité, nous n'avons contrat avec aucun institut de sondage, donc nous avons notre liberté de penser prévue par la Constitution. À nous d'être le plus objectif que possible. Et nous continuerons à l'être d'ailleurs. Et vous le serez toujours, j'imagine. En tout cas, je tiens à dire que M. Cadix intervient ici, le fait de façon tout à fait bénévole. Oui, tout à fait bénévole. Il ne reçoit pas de chèque à la fin. Et il est, de notre ici, point de vue... comme ailleurs. Hein, ici comme ailleurs. Ubi et Orbi. Ubi et Orbi. Donc, qu'on se le dise. Et donc, c'est toujours avec plaisir qu'on le reçoit et que ces analyses... Alors, on n'a pas encore vraiment tous les programmes, mais enfin, on a eu une ébauche du programme de M. Lurel sur les 260 points de ce programme. C'est pas lourd pour 5 ans, 260 points. Chaque candidat, en 12 ans, à sa manière, ce sera certainement le reproche qui sera fait. 260 points en 6 ans. Oui. Voilà, bon, écoutez, chaque candidat a sa manière de pouvoir présenter son programme. En général, il y a les axes, il y a ensuite les objectifs et il y a ensuite les propositions. On peut faire autant de propositions que l'on veut, à charge pour l'électeur d'analyser la faisabilité et la mise en œuvre de ces propositions. Au-delà de ces aspects de présentation qui sont tout à fait classiques et qui concernera d'ailleurs cet aspect tous les candidats, il n'y a pas de commentaire particulier à faire. C'est une dernière question. Une dernière double question. Oui. La première, c'est est-ce que, selon vous, en fait, les attaques de Paris vont complètement bouleverser bien la campagne avec de nouveaux enjeux peut-être sécuritaires qui vont émerger dans ces régionales? Et la deuxième question, est-ce qu'on peut affirmer que ce scrutin régional aura lieu les 6 et 13 décembre prochains? Le président de la République vient de le confirmer quand il s'est exprimé devant le Congrès. Alors, première question, l'influence de la violence. Je ne pense pas que ça ait une influence importante. D'ailleurs, vous avez bien vu que les derniers sondages qui ont été réalisés montrent bien, et c'est particulier par rapport à 2004 et 2010, à fortiori 2010, il y avait un candidat qui se détachait nettement en 2010. Par contre, on constate que jusqu'à présent, les candidats sont dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire que le rapport de force est parfaitement équilibré. D'un autre côté, il y aura un nouveau sondage qui interviendra. C'est plutôt la constitution des listes et le placement de certains hommes politiques qui va satisfaire ou décevoir l'électorat et qui le déterminera
à évoluer. Je reste persuadé que les sondages, là, dans une dizaine de jours, vont évoluer. La problématique de la sécurité pour l'instant, relève plus de la problématique liée à le caractère hyper violent de notre société. Imaginez-vous que les assises de septembre à juin fonctionnent, entre guillemets, non-stop, avec chaque fois des crimes de sang. Monsieur Abdallah, pour en parler sérieusement. Donc, je pense que cet aspect-là ne va pas trop, si vous voulez, influencer la campagne. Voilà, eh bien, vous avez posé votre dernière question, je ne poserai plus d'autres. On remercie Georges Calix. Monsieur Calix, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec vous le lundi 7, c'est-à-dire au lendemain de l'élection, pour commenter un peu les premiers résultats? Oui, on aura l'occasion de Parce que c'est très bientôt. Hein. D'accord, oui, effectivement, le 17 si c'est à la même heure, oui. Oui, à la même heure. Voilà. Mais je vous remercie d'être venu. Je vous en prie. On va prendre une page de pub et tout de suite après, on va retrouver Patrick Abdallah, policier du syndicat de la unité de la police, pour justement aborder ces questions de sécurité. Voilà, 12h58 dans le ZCL. On poursuit avec l'information avant d'écouter et d'entendre par téléphone notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, qui nous donnera quelques nouvelles du climat à Paris après donc, ces attaques de vendredi, plus de 48 heures après donc, ces attentats qui ont touché la capitale, dont le bilan est pour l'instant de 129 morts et 352 blessés. Nous revenons rapidement. On fait un point sur l'enquête. D'abord, 5 des terroristes auteurs des attentats de vendredi à Paris ont déjà été formellement identifiés. L'homme derrière les attaques pourrait être Abdelhamid Abdaoud, un Belge de 27 ans, parti faire le djihad en Syrie. Selon BFM TV, les 6 terroristes identifiés sont passés également par la Syrie. Eh bien aujourd'hui, le recueillement, on sait cette minute de silence qui se tenait à midi sur tout le territoire national, mais aussi en Guadeloupe, eh bien l'hommage se poursuit. Hier après-midi, c'est du côté de la place de la République à Paris que les gens se rassemblaient. Notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, était sur place. On regarde ces images. Avec ma fille Jessica, elle est à côté, mais le fait que ça a touché toute la France, parce que nous on n'était pas habitués à ce genre de truc, et en plus c'est la première fois que ça arrive à Paris, les kamikazes, donc j'ai fait un effort de venir quand même avec ma fille, pour juste faire avec de présence, et on ne s'attendait pas à ça. Moi je dirais qu'on était vraiment tous stupéfaits. Et jusqu'à présent, l'angoisse, elle est encore là. Et comme la majorité de tous ceux qui vivent en France, surtout les Antillais, je pense qu'on se sent tous concernés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et j'espère que plus jamais ça. Je ressens beaucoup de peine et beaucoup de tristesse pour cette jeunesse qui est partie et entre guillemets l'affront qu'ils sont venus faire sur ce territoire. Qui n'est pas comme les autres et qui se défendent de certaines valeurs. Donc on va le combattre et on ne va pas lâcher l'affaire non plus. Ils auront affaire à nous aussi. Là, je viens pleurer avec le peuple français qui pleure autant des morts gratuitement, des victimes très gratuites. Voilà, c'est ça, je suis très émue et voilà, je souhaite mes condoléances les plus sincères à toute la population française, à tous les peuples français. Nous vous soutenons, nous sommes derrière vous. Vive la France, vive la liberté française, vive la fraternité française, vive l'égalité française. Alors, aux armes, peuple français, et formez vos bataillons et voilà, que vive la République française. Je suis parisienne et je travaille en plus à Stade de France. Alors c'est pour vous dire mon émoi. Je ne sais pas comment faire. Lundi, je vais travailler et c'est toujours pareil. Je travaille au Stade de France. Mais j'ai tenu particulièrement à venir ici. Je suis arrivée en pleurant et en voyant toutes ces affichettes, hugs gratuits, câlins gratuits. J'ai pris toute mon après-midi, j'ai fait plein de câlins et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux parce que je suis traversée par l'amour de tous mes semblables, l'amour de tous les Parisiens, l'amour de tous les gens qui sont venus ici, qui ont passé leur après-midi ici. Et pour un seul message, faites l'amour, pas la guerre. Et ce terrorisme, ce qui vient de nous arriver, ne doit pas nous emmener à aller du mauvais côté. Nous sommes français, parisiens et fiers de l'être. Et l'amour, c'est à Paris.
Paris, c'est ici. Et l'amour, c'est ici. Pas de mots pour expliquer la tristesse, cette barbarie. Il y a de l'incompréhension aussi pour beaucoup de choses. Notamment, cette histoire date déjà d'avant 2010, des gens qui étaient déjà fichés et ils étaient dans la nature. Déjà, ça c'est grave. Et d'un autre côté, il y a des gens aussi qui sont endoctrinés, manipulation mentale. Je pense que ce sont ces jeunes, justement de 30 ans, qui arrivent en France, qui peut-être qu'ils n'avaient plus rien à faire en France, et du coup ils sont endoctrinés pour aller en Syrie et pouvoir être programmés à tuer. Voilà des images signées Alfred Joxan et Maurice Cessé. Maurice Cessé qui doit être au téléphone avec nous. Maurice, bonjour. Oui, bonjour Céline, bonjour Danick. Bonjour. Alors, la question toute simple qu'on va d'abord vous poser, Maurice, quel est le climat ce lundi? En ce moment, il est un peu plus, il doit être 19h à Paris, il va être 19h, 18h. Le président Hollande a fait sa déclaration au Congrès. Et donc, d'abord, comment sont les rues parisiennes ce matin? Est-ce que la vie a repris son cours normal? La vie a repris son cours, mais l'émotion est très grande et très très vive, que ce soit dans le métro. J'étais moi-même à Paris, puisque je pense que le ministère de l'Outre-mer, et je dois dire pour tous ceux et toutes celles qui connaissent la vallée des Champs-Élysées, les Invalides, il y avait très peu de monde sur ces trottoirs. Aujourd'hui, on voit des visages serrés, les gens sont très fatigués parce que pendant des heures et des heures, ils ont dû regarder toutes ces images. Et puis il y a ce moment à 12 heures où la France s'est figée dans les entreprises, dans les écoles, dans les administrations. Tout s'est arrêté pendant une minute. Je voyais que nous-mêmes, nous étions au ministère des Outre-mer, des images que vous aurez dans quelques heures sur Canal 10. La ministre des Outre-mer, Georges Boulanger, était très ému. Il faut savoir que Georges Boulanger était aux côtés du président de la République, François Hollande, au Stade de France vendredi soir. Et il nous a expliqué que quand le président a quitté le stade, il était au courant de cette information et il fallait rester sur place parce qu'il fallait tout faire pour ne pas créer un effet de panique au niveau des spectateurs du Stade de France. Le bilan, comme disait Céline, est à 129 morts, 352 blessés, une quarantaine en animation. Et puis nous avons ces témoignages, des témoignages qui diffusent sur les antennes de radio et de télévision. Ce témoignage, par exemple, de ce policier qui dit que hier matin encore, dans sa tête, il avait encore ses sonneries. Quand il est arrivé à l'extérieur du Bataclan, et bien c'était des sonneries de téléphone, ça sonnait de partout, et les téléphones qui ne répondaient pas, c'était tout simplement des gens qui étaient morts blessés d'anime. Alors Maurice, est-ce que donc aujourd'hui tous les établissements scolaires ont rouvert ainsi que les musées, les cinémas par exemple? Oui, absolument. Alors évidemment, le musée, tout doucement, ça dépend, parce qu'il y en a qui sont encore fermés, bien évidemment, mais les écoles ont repris, il faut bien reprendre un peu les activités, avec beaucoup de précautions. Il faut savoir qu'effectivement, après Charlie, on voyait ces dernières semaines, il y avait une présence des policiers, des militaires, comme là, aujourd'hui, on voit vraiment les militaires, puisque le Premier ministre a signalé quand même 10 000 hommes qui vont être déployés sur tout le territoire. Donc on les voit, ils sont visibles dans les métros, ils sont visibles dans les rues, on voit que nous sommes dans un pays entier, on va dire comme ça, et c'est ça qui m'a frappé quand je suis arrivé ce matin à Paris. Et puis demain soir, il faut dire aussi cette information où la Tour Eiffel sera illuminée en bleu, rouge, c'est une information aussi que nous avons eue il y a quelques minutes. Pour revenir sur ce que disait Danick concernant le Congrès, il faut dire que le président de la République a annoncé que les frappes allaient justement se renforcer sur la Syrie. Il a annoncé que 700 emplois au niveau de la justice avaient être créés, 7000 emplois au niveau de la police et de la gendarmerie. Par ailleurs, il y a eu 168 perquisitions la nuit dernière, et puis 23 arrestations. Et bien, voilà un petit peu de tout ce qu'on peut dire avec ça. Bien. Maurice, juste une dernière question. Est-ce que parmi les victimes recensées, il y aurait un Guadeloupéen, Martiniquais ou quelqu'un de nos régions, non? Non, nous avons posé la question encore à la ministre ce matin, elle est formelle, il n'y a pas de victime. C'est vrai que ça m'a été rapporté ces dernières fois que les familles antillaises étaient très inquiètes. Pourquoi? Il faut savoir que le Bataclan, et oui, c'est une salle spécialisée dans les concerts afro. Même la ministre, puisque la ministre de l'Outre-mer nous disait, parce qu'on a tous des remises de prix, petit
ministre, c'est ça. Il dit, en fait, ce jour-là, simplement, il n'y avait pas un concert du genre dancehall, zouk. C'était du rock, c'était du rock. Oui, c'était du rock ce soir-là. Bien écoutez, Maurice, merci de ce direct depuis Paris. Puis on espère que vous continuez à suivre un petit peu cette information et à nous tenir le fil, comme on dit, le fil de l'actualité, nous dire ce qui se passera. On vous retrouvera probablement demain. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons continuer à suivre avec toutes les précautions d'usage quand même. Merci beaucoup. Tout à fait, on vous le recommande. Maurice Cessé en direct de Paris. On revient tout de suite en Guadeloupe avec Patrice Abdallah, qui est syndicaliste. C'est aujourd'hui, on va le dire, on l'a dit déjà une fois en direct, c'est le successeur de Christian Vainqueur qu'on a beaucoup reçu ici. Alors, M. Abdallah, la première question qui se pose pour les Guadeloupéens, on a dit tout à l'heure, l'état d'urgence pour l'instant n'est pas encore appliqué en Guadeloupe, mais du point de vue de la sécurité, je sais que souvent, M. Vainqueur le disait, que vous n'avez pas toujours les moyens nécessaires. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ces jours-ci? Bon, pour commencer, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même avoir une pensée pour toutes ces victimes de ces actes lâches de barbarie, pour les victimes et aussi pour leurs familles. Donc nous disons aussi que nous sommes très consternés au niveau de la police par rapport à ces événements. Et nous tenons à féliciter nos collègues qui sont intervenus sur ces faits, sur ces événements, pour permettre de neutraliser ces individus. Donc pour répondre à votre question, donc, au niveau de l'état d'urgence est concernée la France métropolitaine. L'Hexagone, comme on dit. L'Hexagone, la France métropolitaine et la Corse. Donc au niveau des Outre-mer, nous avons ce qu'on appelle, nous étions déjà en plan Vigipirate depuis les événements de Charlie Hebdo. Donc là, nous avons un plan Vigipirate renforcé. Donc, qui se traduit par une sensibilisation, en fait, une surveillance accrue des sites sensibles, donc les bâtiments publics, les lieux de culte, les centres commerciaux, enfin tout, la presse également. Donc voilà, c'est l'action en Outre-mer se traduit par ça. Et justement, vous allez recevoir des renforts pour assurer ce renforcement des contrôles. Le problème, il est là, parce que nous avons beaucoup à gérer, hein, même si les policiers de la Guadeloupe sont des policiers courageux et valeureux qui, au quotidien, assurent la sécurité des personnes et des biens dans le département. Donc, face à cette situation de pic de violence, nous avons cette situation de mise sous Vigipirate renforcée. Nous avons eu un apport de gendarmes récemment, le 1er novembre, donc qui s'associe justement à ces mesures. Oui. Néanmoins, nous savons très bien que ces gendarmes ont vocation à repartir au mois de janvier. Donc, alors, quand par exemple M. Hollande tout à l'heure au Congrès à Versailles annonce un renfort de 5000 policiers et gendarmes, vous n'êtes pas concerné pratiquement? Dans le programme de ce qui a été évoqué par M. Hollande, donc on a pu comprendre qu'étaient concernés les services spécialisés et les services du renseignement. Il faut savoir que nous avons un service spécialisé au niveau de la Guadeloupe, en l'occurrence le GIPN. Nous avons également un service de renseignement. Donc il y a une intensification dans les mesures prises de ces services localement également. Néanmoins, les premiers intervenants, ce sont les policiers sur le terrain. Oui. Donc on a eu la preuve lors des événements, lors des attentats de Charlie Hebdo. Les premiers qui ont été touchés, c'était les policiers du terrain. Donc je pense qu'il faut que nous aussi, nous soyons pris en compte. Il y a une considération qui soit prise par rapport aux difficultés que nous, les policiers du terrain, on rencontre au quotidien. Et en tant que citoyen guadeloupéen, qu'est-ce que ça va changer pour nous, justement, ce renforcement du plan Vigipirate? Est-ce qu'on doit s'attendre à être davantage contrôlé peut-être, ou ce genre de choses ou ça se limite, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la surveillance des points sensibles, parce qu'il faut savoir que l'état d'urgence, justement, limite, justement, restreint la liberté individuelle liberté individuelle. Bon, notamment, c'est pour assurer la protection des personnes. Donc ça inclut qu'il y a des perquisitions 24 heures sur 24, des contrôles inopinés. Donc bon, c'est ce qui est prévu par l'état d'urgence, dans le cadre de l'état d'urgence. Néanmoins, bon, c'est vrai qu'il y aura peut-être une présence accrue au plan Vigipirate, mais bon, en notre sens, ce n'est pas suffisant. Alors, notre problème en Guadeloupe, souvent, c'est le problème des frontières.
la porosité des frontières, c'est-à-dire que nous sommes une île ou même un archipel, et on sait que, bon, on le dit comme ça, monde qui entre sorti qu'on y ouvre. Alors, est-ce que là aussi, parce qu'on a parlé de 1000 nouveaux douaniers, bien sûr, c'est à l'échelon franco-français, mais en Guadeloupe, je ne suis pas sûr qu'on sera concerné. Est-ce que, parce que vous avez dû l'entendre, 3 Syriens avec des faux passeports ont été arrêtés à Saint-Martin ce week-end. Est-ce que ça veut dire que l'infiltration en Guadeloupe par les Saintes, par la Dominique, par Marie-Galante va continuer? Est-ce que vous avez les moyens de contenir ça? Donc, justement, ce problème de porosité de nos côtes, c'est un problème qui se posait déjà par rapport à la drogue et aux armes. Il faut savoir que nous sommes un département, l'île de la Guadeloupe, donc nous avons dans nos limites, enfin à proximité, les îles caribéennes. Dans ces îles caribéennes, nous avons recensé des individus qui étaient signalés comme étant avoir participé aux entraînements djihadistes. Donc à ce niveau-là aussi, il faut prendre en compte cette situation. Parce que même s'il ne faut pas que nous rentrions quand même, sombrions dans une psychose, il faut quand même prendre des mesures adéquates pour assurer la protection des personnes et des biens dans ce département. Et est-ce que par exemple vous allez encadrer, j'imagine, les rassemblements qui sont prévus dans la semaine là, en solidarité, en hommage aux victimes? On pense à la réunion de mercredi. Mercredi, il y a une manifestation appelée par la région. Les moyens adéquats seront mis en place. De toute façon, de toute façon aussi, c'est pas fait, donc nous le réclamerons parce que effectivement, c'est quand même la population guadeloupéenne qui sera au cœur de ces événements. Il y aura un rassemblement donc qui nécessiterait des mesures de sécurité adéquates. C'est pratiquement la dernière question, M. Abdallah, puisqu'on va vous laisser partir. On va poser tout à l'heure la question à M. Spéronel, qui est psychologue sur les questions de violence. Vous savez que les assises sont ouvertes depuis quelques jours, et tous les jours, on traite d'un cas de criminalité, de crime de sang, violence, armes à feu, etc. J'avais cru comprendre que la délinquance était en baisse, mais finalement... Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle n'est pas en baisse, elle est constante même en augmentation. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc il y a une difficulté que nous rencontrons. Nous avons les effectifs de la compagnie départementale d'intervention qui assure la mission de surveillance des synagogues. Donc ces effectifs, normalement, ils ont vocation à sécuriser la circonscription. Donc c'est sûr qu'on démultiplie les missions avec moins d'effectifs. Donc pendant que les lieux de culte sont sécurisés, eh ben la circonscription est laissée pour compte. Donc c'est sûr qu'au niveau actuel, nous ne pouvons pas tout faire. Donc de plus, il faut savoir qu'avec tous ces événements, les policiers ne peuvent pas prendre leur congé. Donc il y a surcharge de travail, de fatigue. Donc je dis que là, dans l'état actuel des choses, il est plus que urgent d'envoyer des effectifs supplémentaires. Bien, j'espère que vous êtes entendu, que votre délégué qui est maintenant M. Christian Vainqueur nous entend là où il est et qu'il fera le travail nécessaire. En tout cas, on le souhaite pour la sécurité des Guadeloupéens. On vous remercie en tout cas M. Abdallah d'avoir répondu à notre appel et d'être venu en direct, on ne va pas dire rassurer, mais enfin dire l'état des lieux aujourd'hui. Voilà, il est 13h15, Céline, on continue le journal avant de recevoir Mme Mann et M. Girdari, ils sont là, ainsi que M. Raphaël Spéronel, psychologue, qui lui aussi interviendra tout à l'heure. On continue avec l'information et justement ces frappes françaises en Syrie. Alors, y êtes-vous favorable? C'est le micro-trottoir du jour. Tout ce que j'ai appris en histoire, j'ai l'impression de le revivre, mais dans un autre siècle. C'est-à-dire partir en croisade, les croisades, aller chez l'autre, s'ingérer dans la vie de l'autre, vouloir gérer à la place de l'autre. Tôt ou tard, on aurait eu ça. Je suis pour, mais pas des bombardements, ça ne me suffit pas. Il faut y aller, il faut mettre des hommes, il faut les exterminer, tout ça, c'est de la racaille. Non, je ne suis pas pour. C'est jamais bien de bombarder les gens. Ouais. Je ne pense pas que ça soit la meilleure solution. La guerre entraîne la guerre. Je ne pense pas que ça soit la meilleure solution. Le terrorisme, c'est une main invisible qu'on ne peut pas saisir, on ne pourra jamais saisir ça.
Et donc si on continue à blesser d'autres personnes, ça ne va qu'engendrer encore un conflit qui va venir nous trouver. C'est une solution sans fin. Je ne pense pas que ça soit la meilleure. Eh ben, il faut voir le résultat surtout. Pourquoi pas, hein. Oui. Devant une telle horreur, il faut répondre. Je suis contre. Parce que je ne pense pas que ça devrait se passer comme ça en fait. On ne rend pas la guerre pour la guerre. Je suis vraiment contre. Je pense qu'il faudrait réagir autrement. Au lieu de gaspiller, on va dire, cet argent, peut-être renforcer la sécurité dans le pays au lieu de bombarder parce que ça ne fera qu'empirer les choses. Voilà, 13h17 et on poursuit dans le ZCL avec un invité, Monsieur Michel Girdari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement citoyen guadeloupéen. Tout à fait. Et donc vous nous invitez ce soir à une chaîne humaine de solidarité. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors la chaîne humaine a pris naissance il y a déjà quelques mois en Guadeloupe. Nous avons fait une première chaîne humaine sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. C'était le 26 août dernier. Ensuite, une deuxième chaîne humaine qui s'est tenue à Petit-Bourg le 10 octobre. Et maintenant, face aux attentats que vient de subir la France, eh bien, nous sommes tout droit, nous revenons. Parce que nous avions décidé de marquer une pause par rapport aux élections régionales. Mais maintenant, effectivement, nous ne pouvons pas rester insensibles ou à l'écart, puisque, effectivement, le mouvement citoyen, le mouvement de citoyenneté, a véritablement cette vocation de mettre en action des mouvements, tels que des rassemblements de personnes, afin de parler de tout ce qui touche à la citoyenneté. Et là, lorsque nous subissons de plein fouet une série d'attentats dans la capitale en temps de paix, eh bien, effectivement, nous demandons à la population guadeloupéenne de se mobiliser de manière apolitique. Parce que vous avez cité il y a quelques instants les deux autres manifestations qui vont se tenir dans la semaine. Mais effectivement, et là, il s'agit principalement que les citoyens guadeloupéens puissent aussi venir s'indigner, puissent venir partager leur sentiment de solidarité nationale par rapport aux personnes évidemment touchées, à leurs familles, à la nation. Puisque là, nous sommes vraiment dans une politique de nation. C'est notre nation française qui est touchée et nous avons vu se développer ces derniers jours un sentiment assez bizarre, assez étrange, notamment de personnes qui se sentent très indépendantistes en Guadeloupe et qui refusent même et qui jettent un discrédit sur la France par rapport à sa politique extérieure. Mais non, le temps aujourd'hui, c'est le temps de la nation et c'est le temps de la solidarité nationale. Donc nous invitons tous les Guadeloupéens, de quelque bord qu'ils soient, de quelques origines ethniques qu'ils soient, à venir se donner la main ce soir sur la place de la Victoire à 19h, à partir de 19h, une opération qui va durer 2 heures au grand maximum, où nous allons pouvoir rentrer dans cette concorde nationale et dire à la France, notre patrie, notre mère patrie, mais que les Guadeloupéens ne sont pas étrangers, ne sont pas exclus de ce sentiment national. Est-ce que cette façon aussi de, quelque part, de ritualiser, quelque part, l'hommage, pour vous, c'est important d'un point de vue peut-être juste humain, en fait ? Clairement, c'est très humain. En dehors, évidemment, des considérations que nous pouvons évoquer ou même rejeter d'emblée, c'est vraiment une question d'humanité. Quel que soit le pays d'ailleurs qui aurait été touché, on a vu au travers de toutes les capitales du monde qu'il y a une chaîne de solidarité qui s'est instituée avec la France, avec Paris, la France. Eh bien, nous sommes Français. Et nous sommes des Français d'outre-mer, des Français de plein droit. Évidemment, on ne va pas rouvrir ce débat. C'est un vieux débat comme le monde, ce débat... Mais pas aussi vieux que le monde quand même. Mais c'est un débat qui malheureusement persiste encore et que nous devrions pouvoir régler. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de la concorde nationale. Oui. Tout simplement, nous pouvons exprimer notre solidarité par rapport aux familles qui sont touchées et mieux encore, par rapport à notre patrie. Oui. Et alors vous avez dit quelque chose quand même que je relève, qu'il ne fallait pas s'indigner de la politique étrangère française qui était remise en cause. Qu'est-ce que vous pensez des frappes aériennes qui se font en ce moment ? Vous savez, c'est bizarre, on est dans un schéma assez étrange, action-réaction. Oui. Et on est dans l'émotion. Oui. Évidemment que la nation est agressée. Est-ce qu'il faut réagir à chaud ? Est-ce qu'il ne faut peut-être pas prendre le temps d'analyser les causes qui font que les djihadistes sont venus sur le sol national pour frapper la France ? Et nous savons ils sont venus, ils sont déjà là par ailleurs. Ils sont en permanence, puisque bien souvent ce ne sont pas des islamistes, ce sont même des Français. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il faut en dire très honnêtement ? Moi je crois qu'aujourd'hui c'est le temps du recueillement. D'accord. Il y aura un deuxième temps
le temps de l'analyse et des leçons à tirer de notre politique diplomatique extérieure. Mais aujourd'hui, très concrètement, à cette manifestation de ce soir sur la place de la Victoire, c'est le regret. Vous attendez combien de personnes pour que la jauge pour vous, c'est quoi? Écoutez, je crois que c'est l'ensemble de la population qui est invitée. Donner un chiffrage serait une insulte, je pense, ou ce serait une mauvaise façon d'appréhender ce type de mobilisation, quel que soit le nombre de personnes. Je crois que chacun doit se sentir concerné, puisque nous sommes tous concernés au premier chef. Est-ce que ça veut dire que mercredi, vous serez aussi dans la rue avec M. Lurel, avec les élus, puisqu'ils appellent une manifestation du même type, en plus silencieuse? Moi, je crois que d'ailleurs, on a parlé de trêve politique, qui n'est pas forcément observée par tout le monde. Ça, on ne va pas faire le jugement non plus maintenant. Mais je crois que toutes les opérations, tous les mouvements de rassemblement qui sont là pour exprimer un soutien, pour exprimer un sentiment d'appartenance nationale, sont bons et il faut y participer. Oui, demain soir, je serai... avec M. Chalus. Demain soir, je serai avec M. Chalus et mercredi, je serai à l'invitation. Et ce soir, on est avec vous. Et ce soir, vous serez avec nous. Voilà. À 19h, place de la Victoire à Pointe-à-Pitre pour une chaîne humaine. Écoutez, on vous remercie en tout cas, M. Dioudari, de lancer cet appel. Humaniste, c'est bien ça. Tout à fait. Et je vous remercie de m'avoir invité. Tout à fait normal, pas de souci. On continue une brève peut-être, ou déjà l'heure de la pub, non? Oui, je pense qu'il va être l'heure de prendre une courte page de publicité avant de continuer avec nos invités et un peu d'actu. D'accord. « 13h29 dans le ZCL, on reçoit, comme on vous l'a dit tout à l'heure, M. Spéronel, Raphaël de son prénom. Je le disais tout à l'heure pour notre politologue, c'était le politologue le plus médiatique. Et là, on a le psychologue consultant le plus médiatique des Antilles et des Guyanes. Alors, Raphaël Spéronel, bonjour, merci d'être venu. On vous invite quelquefois et souvent, parce que vous avez toujours quelque chose à nous dire sur notre société. Et on a le sentiment, en écoutant ce qui se passe aux assises depuis une semaine, que la violence ne baisse pas en intensité ici, surtout chez les jeunes. Elle ne baisse pas en intensité, et surtout pas chez les jeunes. Par contre, je crois que ce qui manque, et c'est pour ça que je remercie de m'avoir invité, c'est l'aspect qualitatif, c'est l'analyse de cette violence. On est dans des schémas qui sont, disons, exogènes, et qui, si on continue sur cette base-là, et qu'on n'arrive pas à mettre cette violence-là à l'épreuve du territoire et du territoire guadeloupéen, il est clair qu'on va toujours vouloir imposer des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Elle a deux caractéristiques essentielles, cette violence, et qui la rendent tout à fait originale. Et je ne dis pas spécifique. La première, c'est que c'est une violence donc, réactive, de réaction. On va dire ça parce qu'on va la comparer à deux violences qui se passent ailleurs et vous allez voir. Elle s'inscrit sur deux schémas, un schéma économique et un schéma relationnel. Alors le schéma économique, c'est le monde dans lequel on est, avec sa violence, et la vraie violence, elle est économique, et il ne faut pas se faire d'illusions sur la nature de cette violence-là. Le travail qui est un intégrateur social depuis tout le temps, et qui pour nous a été l'ascenseur social pour nous permettre de nous réaliser, de même qu'avec le sacrifice parental, ce schéma d'intégration n'existe plus. Et donc les jeunes, en l'occurrence, sont sans avenir, nos futurs, rien du tout, et sont livrés à eux-mêmes dans un état de désespérance qui s'étend maintenant à toutes les générations, et ça, c'est la vraie violence. Et le reste, c'est réactif. La deuxième forme de violence qui existe ici, elle est dans le schéma de proximité, promiscuité. C'est une violence, hélas, traditionnelle, qui est une violence qui est liée au lien social. Dans la famille, les amis, le rhum, les ceci, cela, qui, elle, reste effectivement extrêmement explosive, extrêmement spectaculaire, mais qui ne rend pas compte réellement de l'originalité de la violence. Ces deux schémas-là sont classiques et sont typiques. Ce qu'on n'a pas, et qui peut poser problème, c'est une violence initiatique qui serait, ce qu'on trouve un petit peu maintenant en France, une violence du ressentiment, une violence de la conscience douloureuse, une violence de la troisième génération. C'est ce qui arrive maintenant en France et qu'on pourrait largement avoir ici pour les mêmes raisons. On ne l'a pas. Et c'est cette violence-là qui prend le devant maintenant en France. Et ce qui frappe aussi, c'est l'inversion du paradigme. Excusez-moi de parler de manière compliquée, à savoir que nous sommes une société fondamentalement basée sur une violence initiatique, mais qui était une violence subie. Oui. C'était la violence
sur le corps, et tous les corps, l'esclavage, la néocolonisation, la colonisation, donc violence sur le corps physique, violence sur le corps social, violence sur le corps culturel, mais tout ça c'était une violence subie. Le problème c'est comment on est passé d'une violence subie à une violence agie, puisque maintenant c'est nous qui la faisons. Donc je pense que ce sont des angles d'attaque qui nous permettraient d'avoir des leviers d'action beaucoup plus pertinents que de sortir des chiffres dans une médiasphère, dans une médiacratie qui fait comme si nous étions plus violents que d'autres, ce qui est faux. Est-ce qu'au niveau individuel, le rapport à la violence, il peut s'inverser à un moment donné grâce au travail justement avec des psychologues? Alors c'est un flux. Alors, premièrement, pour répondre à votre question, la violence est un produit de synthèse. Et la synthèse, oui, c'est une synthèse entre des phénomènes, des événements, des situations et un individu. Donc plus on va optimiser, enrichir la situation, plus on va diminuer la violence. Mais plus aussi on permettra l'élargissement du champ de conscience, l'élargissement de la résilience, l'élargissement de la force du moi des individus et de leur capacité à faire société. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parle de citoyenneté. Il ne faut pas confondre la citoyenneté et la mitoyenneté. Pour l'instant, nous sommes en Guadeloupe dans une société de mitoyenneté. Nous ne sommes pas dans une société justement de citoyenneté. Et cette mitoyenneté, par définition... Quelle différence vous faites exactement? Alors, la mitoyenneté, c'est nous-mêmes. Et donc, c'est le lien qui est basé sur la connivence, qui est basé sur un rapport de codépendance ou d'interdépendance. La citoyenneté, c'est un lien qui est basé sur le droit. Donc, il y a la superposition des deux dans le société guadeloupéenne. Mais le droit, il vient d'ailleurs. On est d'accord, hein, on est tout à fait d'accord là-dessus, mais l'essence, l'ADN social de la Guadeloupe, c'est la relation. Et donc, on peut tranquillement, par la prise de conscience, par l'élargissement de la conscience, faire évoluer un peu tout ça et permettre une meilleure adéquation entre l'individu et sa société. Alors, si on prend le rôle des psychologues aujourd'hui, est-ce que les psychologues dont vous êtes consultants, vous êtes écoutés par les gens qui vous consultent? Je ne parle pas du point de vue individuel, du point de vue sociétal. Oui. Alors, ce qui est difficile pour un psychologue et qu'on commence à faire maintenant, c'est passer d'un raisonnement à des plans d'action. Oui. C'est bien gentil d'avoir une analyse, des analyses du diagnostic. Le diagnostic en Guadeloupe, ça fait longtemps qu'il est fait, et beaucoup de personnes peuvent le faire très valablement. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait les constats, une fois qu'on a fait une hypothèse théorique, qu'est-ce qu'on fait comme plan d'action? Et les plans d'action, ils sont par définition sociopolitiques, ou en tout cas dans l'action, dans l'engagement social. Et là, on n'est pas écouté. Alors, au niveau sociétal, mais c'est vrai que, par exemple, au niveau de l'entreprise, maintenant, avec tous les problèmes qui se posent sur les risques psychosociaux, avec les décrochages qui se cumulent de plus en plus, avec les problèmes de burn-out, dans l'entreprise, ça passe bien, quand même une micro-société. Mais dans la société en général, je ne pense pas qu'on soit écouté autrement que à travers des belles phrases ou des belles... Non, je vous dis ça parce qu'on est en période politique d'élection régionale et on a le sentiment que, je vous le dis pourquoi, parce que j'ai eu l'occasion de recevoir ici le président, le directeur de la CAF, qui donnait des chiffres assourdissants en ce qui concerne le social en Guadeloupe. Il nous disait que les politiques n'écoutent pas. Mais non, ils n'écoutent pas. Ouais. Ils n'écoutent pas, mais il y a une grande différence entre, vous parlez de la CAF, entre la Martinique et la Guadeloupe. Oui. Donc on va faire de la publicité pour les Martiniquais, mais ils sont quand même dans des engagements pratiques, qui sont infiniment au-dessus de ce qu'on trouve en Guadeloupe, que ce soit au niveau politique. On est très consulté au niveau politique en Martinique. On est très consulté, par exemple, au niveau de la CAF. On travaille actuellement sur l'évaluation des politiques publiques en matière de précarité. À ma connaissance, en Guadeloupe, c'est jamais arrivé. J'ai jamais entendu parler de ça. Donc, le problème, la réflexion qu'on peut amener, c'est faire remonter ce qu'on appelle l'épreuve du territoire. Les politiques publiques à l'épreuve des territoires. Les actions à l'épreuve du territoire. Les éléments du territoire, je crois qu'on commence à les maîtriser. Les éléments des politiques publiques nous tombent dessus du top-bottom. Maintenant, c'est de savoir toute cette dimension de territorialisation, comment elle fait, comment elle incarne, comment elle récupère les choses. Quand on voit les campagnes qui sont faites ici, que ce soit par rapport au sida, par rapport à la drogue, par rapport à la violence et tout, ou alors la prévention routière, la sécurité routière, qui sont des campagnes qui sont complètement téléguidées, on se dit, l'impact que ça a sur nous, c'est peanuts. Hein. Oui, c'est zéro. Mais zéro. Et justement, au niveau sociétal, qu'est-ce que votre regard de psychologue, qu'est-ce qui peut désamorcer certaines violences? Est-ce que, par exemple, là, on parlait tout à l'heure en écho aux attentants de vendredi, les gens qui se rassemblent, les chaînes humaines, est-ce que ça participe à faire retomber certaines tensions? Sûr. Alors ça nous touche, mais ça nous touche par procuration. Alors là, il y a quelque chose justement de spécifique.
j'aime pas le terme spécifique, mais en tout cas de particulier, c'est que nous, on est poreux. Vous parlez de porosité. On est poreux à toute la misère du monde. Dès que quelque chose arrive quelque part sur la terre, à tous les coups, on prend le coup. Mais par contre, la contrepartie, tout ce qui est enrichissement, tout ce qui est gain, c'est plus difficile. Alors, sur cette chose qui s'est passée en France, c'est ce qui a fait. C'est-à-dire qu'il faut se protéger aussi un petit peu. Alors oui, alors, on n'est pas si fragile que ça. Il y a deux concepts à faire évoluer et à comprendre. C'est la vulnérabilité sociale et la fragilité individuelle. C'est deux choses différentes. Alors, quand une vulnérabilité sociale, comme ça arrive maintenant aux sociopolitiques, rejoint ou impacte une fragilité personnelle, là, il y a danger. Parce que les deux vont se renforcer négativement. Et c'est pour ça que je parlais de l'environnement économique. Je suis dans un environnement qui se délite, qui se dégrade de plus en plus. Si je suis solide et fort, entre guillemets, grâce à mon éducation, grâce à un tas de choses, je tiens. Si quelque part, pour des raisons X et Y, je suis moi-même un petit peu fragile, parce que pour des raisons de développement affectif ou n'importe quoi, ça va faire écho en moi et je vais chercher tout naturellement des réconforts ou des marqueurs de ma solidité que je n'aurai pas. Donc c'est ça le problème. Alors en Guadeloupe, on est très poreux, on accepte tout ce qui vient d'ailleurs. On a des enseignements à porter aussi. Bon, reste à savoir si les autres veulent entendre notre enseignement. Quand on parle de précarité, par exemple, ou d'instabilité, on peut venir en Guadeloupe, hein, parce que la précarité, on l'a toujours connue. Et peut-être que le regard que nous-mêmes nous avons sur notre société, et qui est un regard venu d'ailleurs, nous fragilise par rapport à la propre force sociétale que nous avons pour répondre à ça. Alors je peux vous donner des exemples. Hein. On prend quelque chose comme l'indivision, on prend que la famille élargie, qu'on a tellement culpabilisé pour permettre aux institutions de rentrer. Mais il y a peut-être un nouveau regard à avoir sur ces choses-là, d'autant plus que maintenant, on vous fait des cours sur le travail en réseau. Mais le travail en réseau, je suis désolé, c'est la famille élargie. Bon, donc il y a un tas de choses comme ça qu'il faut. Il y a des choses qu'on peut apporter, alors il faut les apporter. Je sais qu'en ce qui nous concerne, ça se démultiplie, mais il faut y aller avec une approche très pragmatique. Avant de conclure et de parler un peu de ce qui s'est passé en France de façon concrète, je veux vous poser une question, une réflexion plutôt, puisqu'il y a quelques années, vous étiez très engagé sur le Fonds social et on disait souvent en Guadeloupe que la Guadeloupe c'était le territoire championne des grèves, des mouvements sociaux. On a le sentiment quand même depuis 2009 qu'il y a été un pic. Ça décroît. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, deux choses. Les syndicats sont morts, sont silencieux. Deux choses. Déjà, pour commencer, la Guadeloupe, c'est un terrain de haute conflictualité, mais il n'y a pas plus de crise ici qu'ailleurs. Statistiquement, c'est clair et net. Tout est conflictuel, conflictualisé, conflictualisable, mais les conflits ouverts, ou carrément, il y en a beaucoup plus. La deuxième chose, pour répondre directement à votre question, alors c'est vrai que dans la représentation, parce que nous sommes une société de représentativité, il y a eu un énorme travail de désenchantement qui s'est fait. Alors c'est pas plus pour les syndicats que pour les partis politiques, que pour les enseignants ou d'autres. Il y a eu une disqualification culturelle, il y a eu une déqualification, il y a eu un déclassement des choses, et ces références-là ne sont plus maintenant les premières à mener en cas de difficulté. Donc il y a un problème et c'est très grave. C'est très grave parce que justement, il y a quand même une fonction de contrôle, d'organisation sociale. Et c'est évident pour les mouvements syndicaux ici. Et c'est bien la seule parade qu'on a contre une violence qui serait une violence fondamentale. Alors je ne sais pas si elle est légitime, mais la violence des honnêtes gens, ce qu'on appelle la violence des honnêtes gens. La seule réponse qu'il y a, c'est l'organisation sociale. Et quelque part, un certain type de syndicalisme a permis à beaucoup de personnes de rêver une réponse, d'imaginer une alternative. Alors maintenant, est-ce qu'elle va se réaliser ou pas se réaliser? C'est encore le projet. Le dernier aspect, c'est un peu revenir sur ce qui s'est passé en France. Bon, au-delà de l'événement, beaucoup de Français ont l'impression aujourd'hui que les Français tuent des Français et des jeunes. Et ce qui s'est passé ce week-end interpelle le gouvernement qui réagit, on a parlé tout à l'heure d'action-réaction, qui réagit en allant bombarder. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas encore une nouvelle réaction? Bien sûr. Alors, on est dans un schéma qui est complètement, qui est complètement bizarre. En tout cas, pour lesquels il faut vraiment qu'on remette en cause nos façons de penser. La guerre, ça fait longtemps qu'elle existe. Si les gens découvrent maintenant simplement qu'en France, il y a la guerre, il faut qu'ils reviennent sur Terre. La différence maintenant, c'est que la guerre est amenée sur le territoire. Mais elle n'est pas amenée en tant que guerre, elle est amenée en tant que terrorisme. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, ce qui nous arrive en France interpelle un confort ou un conformisme peut-être petit bourgeois que nous avions, qui s'imaginait qu'il aurait été préservé de tout.
Alors qu'en même temps, vous dites, vous êtes dans la mondialisation, vous êtes dans la globalisation, vous êtes dans l'internationalisation, que les biens, les services, les personnes s'importent ou s'exportent comme toute espèce de chose. Eh bien, je crains qu'hélas, que la guerre, en tout cas à travers le terrorisme, risque aussi de frapper souvent. Bien, voilà, merci en tout cas, Raphaël Espéronel, d'être venu nous éclairer comme toujours. On vous remercie et puis on a envie de vous dire à la prochaine. Ben oui, je sais là. Céline, 2 petits mots avant qu'on reçoive Madame Laura Mann qui nous attend depuis un moment, présenter son ouvrage Les Antilles et la Guyane. Eh bien oui, 2 mots en bref de sport en attendant notre invité en football. Danick, je suis sûre que ça vous intéresse. Sachez que nos 2 équipes guadeloupéennes ont trébuché au 7e tour de la Coupe de France. Eh bien oui, l'Étoile s'est inclinée 2-1 face à l'UJA Maccabi et le CSM Oui, la fameuse. Je suis sûre que vous l'avez inspirée. Et le CSM a échoué également sur le même score face au FC Mulhouse. C'était donc samedi. C'est dommage et ce n'est pas une surprise. Voilà, depuis une demi-heure, Madame Laura Mann est chez nous. Elle est venue présenter cet ouvrage, je dis essentiel, important. En tout cas, les Antilles et la Guyane en 365 dates. Un an de... C'est pas un an de travail, ça. Bonjour, Madame Mann. Non, effectivement, en fait, ce sont des informations qui ont été collectées au fil de l'eau et qui ont été restées. Au fil de l'eau, hein, vous dites. Oui, au fil de l'eau. Vous étiez au bord de la rivière et puis vous récoltez les informations. Pas exactement. Il vaut mieux, en fait, aller du côté des bibliothèques et... Combien de temps de travail pour ça? Ce sont des choses en fait que j'ai fait par passion, dans un premier temps en fait, sans comptabiliser le temps, le temps investi, et en tout cas les informations ont été restituées sous cette forme en fait, dans un délai de 3 mois. Quand même. Voilà. Quand même. Oui. Et les choix, parce que vous avez choisi finalement, fait comme tous les journalistes ont dit, informer c'est choisir, vous avez choisi un an de date, 365, ça veut dire que vous en avez éliminé des milliers et des milliers. Comment vous avez opéré ce choix? Alors même en réalité, il y en a 366. Ah, il y a une nouvelle. C'est quoi la dernière? Non, il n'y en a pas de nouvelle, c'est parce que j'ai trouvé un 29 février. Ah, oui, ça arrive. Donc voilà. Oui. Alors, comment vous avez fait votre choix? Quels sont les critères qui ont présidé? Alors, ce sont les dates les plus importantes qui ont été recueillies. Donc, ce sont celles qui viennent assez souvent sur le devant de la scène. Et aussi, le temps faisant la toilette du souvenir, j'ai voulu... mettre en lumière certains événements qu'on a pu oublier ou d'autres qui, à mon humble avis, méritaient d'être exhumés. Méritaient en fait d'être portés à la connaissance en fait de tout le monde. D'accord, Céline. Et justement parfois on sait que historiquement il y a des doutes sur telle ou telle date. J'imagine que ça a été l'objet d'un travail de recherche assez profond. Vous êtes adressé à des historiens de part et d'autre. Comment ça s'est passé? Alors pas vraiment. Alors j'ai tenu à faire des vérifications en allant à la bibliothèque ou en consultant dans la mienne. Donc les dates ont été vérifiées. Elles sont sourcées. Par le biais elles sont sourcées, voilà, par le biais d'internet ou d'ouvrages en fait qui font référence. J'entends ceux d'Armand Nicolas pour l'histoire de la Martinique, de René Duché-Abénon pour la Guadeloupe. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Ceux de Bruno Lara, d'Auguste Lacour. Et justement, ce côté, quelque part, je ne sais pas si on peut employer le terme de ludique, mais c'est vrai que c'est un livre, voilà, on peut feuilleter, aller d'une date à l'autre. C'est quelque chose qui a un petit peu le vent en poupe au niveau littéraire, au niveau des librairies. Où on va piocher comme ça. Pour ma part, je suis assez séduite par les ouvrages en fait de ce format où on peut picorer comme ça, voilà, une date à l'autre. Voilà, exactement. Donc c'est beaucoup plus facile et puis ça évite aux personnes qui se plaignent de ne pas avoir le temps en fait de découvrir à petite dose. Entre 2 rendez-vous, on peut lire une date. Exactement. Et ça veut dire que un jour, puisque vous semblez être passionné par l'histoire, d'après ce que j'ai pu comprendre, passionné d'histoire, c'est écrit, que vous irez un peu plus loin que ça. Que ce sont des éphémérides, mais vous irez plus loin que les éphémérides. Faire un vrai travail d'historienne. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous a donné l'envie?
En tout cas, oui, en fait, ça a nourri en fait ma passion pour l'histoire. Pour l'histoire. Oui. Donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et c'est votre première publication? C'est ma première publication qui est un peu hasardeuse, puisque au mois de mars, j'ai rencontré Florent Charbonnier, le directeur de la Maison Caraïbe Édition, qui avait eu la même idée, mais qui n'avait pas trouvé en fait la personne. Alors qui avait déposé l'idée en premier? Je ne sais pas. En tout cas, en fait, aujourd'hui, nous sommes fiers tous les deux en fait de porter cet ouvrage à la connaissance en fait du public, de façon à ce que les Antillais et les Guyanais en fait puissent se réapproprier leur histoire, mais aussi de façon à ce que notre histoire, qui est belle et qui mérite d'être connue, soit divulguée et portée voilà, à la connaissance des touristes et du tout le monde. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre 365 jours un 16 Vous avez droit novembre. à un joker. Un 16 novembre. Alors le 16 novembre, alors je sais que c'est Henri Lemery, martiniquais. Elle est incollable. Martiniquais qui a été le premier à obtenir le rang de ministre. Oui. Alors, je On a beaucoup parlé en fait de l'arrivée de Marius Panchard en fait en tant que ministre de la République, mais il faut savoir que il y avait Jean-Michel Chevry avant. Michaud Chevry, oui, mais au ministère des Outre-mer. Des Outre-mer, voilà. D'accord. Le portefeuille des Outre-mer en fait a longtemps été confié voilà, à des ultramarins. Je pense par exemple à Gratien Candace, un peu plus tard, voilà, qui était guadeloupéen, donc en 1932 en fait, qui a pris. Ça veut dire que vous connaissez vos dates? Je ne connais pas toutes les dates. Je prends moi-même plaisir en fait à les redécouvrir. Oui. Puisque, Oh, je ne vais pas vous demander les plus faciles. 18 décembre 2009. Décembre 2009, 18 décembre ou 16 décembre? 16 décembre. Ah, elle me rectifie, c'était le piège, elle rectifie. Bon, donc, alors le 16 décembre, pour porter la connaissance des spectateurs, il y a eu une manifestation qui va donner naissance au gros mouvement en fait, de janvier 2009. 16 décembre 2008 peut-être. Hein. Non, 2008, pas 2009. Hein. 2009, tout est fini. Voilà, 16 décembre 2008 qui a été le précurseur du LKP. Du mouvement, en fait. Alors, bien sûr, 22-27 mai, oui, ce sont les classiques fondamentaux. Voilà. Ouais. Mais ça ne fait pas de mal, en fait, d'avoir une piqûre. 22 mai 1848, quand même, ça vous dit quelque chose? 22 mai 1848. En Martinique, oui. 22 mai, oui. Quand même. L'insurrection, en fait. C'est une révolte. La révolte des esclaves, en fait, qui a donné lieu dès le lendemain, en fait, à la proclamation, en fait, de l'abolition. Si vous vouliez vérifier qu'elle avait bien écrit cet ouvrage, Dani, je pense que vous pouvez être sûr. Un ouvrage comme ça qui est essentiel, je le conseille à tous les Guadeloupéens et même non-Guadeloupéens qui veulent savoir, aux Martiniquais et Guyanais qui nous regardent en France, en Martinique et en Guadeloupe, c'est un ouvrage à avoir. Est-ce qu'il peut imaginer une suite, un tome 2 ? Dans la mesure où il y a encore plein d'autres dates. Il y a énormément de dates voilà, qui méritent... Et c'est un ouvrage qui fera date d'ailleurs. J'espère. Oui. Mais je ne sais pas, ce sont des questions qui seront résolues par la suite. En tout cas, vous y pensez quand même? Vous y pensez? Oui, il y a des événements qui pourraient être remplacés. Je pourrais par exemple la venue du révérend Jackson en fait, en juillet. Oui. Ça a été en fait... Ah oui, là, on l'a zappé parce que le bouquin n'était pas prêt. Il était déjà prêt. mais vous l'avez zappé. Il était déjà prêt. Non, en fait, c'est qu'il y a un timing à respecter quand on Donc, dans la prochaine édition, en fait, ce qu'il peut avoir, c'est une édition enrichie. En fait, c'est ça. Voilà, ça pourrait être enrichi. Mais pour l'instant, on a suffisamment en fait, d'informations en fait, à communiquer dans le cadre de cet ouvrage. Donc, en tout cas, Madame Mann, on vous remercie d'être venue. C'est déjà bien assez. Oui, on vous remercie d'être venue. On souhaite que les Guadeloupéens aient cet ouvrage. Et puis, vous avez peut-être
Question de signature, pas encore. Pas d'actualité. Il n'y a pas encore la date. Je n'ai pas encore de date à communiquer, mais c'est comme le comble. J'invite les personnes intéressées à se tenir au courant. Et acheter le bouquin déjà. Et acheter le bouquin, voilà, dans toutes les bonnes librairies. Partout. Qu'on trouve déjà partout. Oui. Partout. Je l'ai vu en librairie, c'est un bouquin très intéressant sorti à Caraïbes Édition. Profite pour saluer Florent Charbonnier, qu'on espère recevoir ici bientôt. Plus d'autres infos, on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On va remercier Laura Mann, rappeler simplement les Antilles et la Guyane en 365 dates. On vend partout, il paraît même cher. Le prix n'est pas marqué, mais enfin, ça ne devrait pas dépasser 16 €, je crois. 12,50 €. 12,50 €, voilà. Voilà, merci les dates et les chiffres. Merci aussi d'être venu, en tout cas, d'avoir patienté. Je vous en prie. Et nous, on se retrouve, Céline, demain, à la même heure, au Mémorial. En direct, ça y est, c'est officiel. On sera demain au Mémorial Acte en direct pour le ZCL, c'est-à-dire en live, en plein air, et puis devant avec les vents de la marée. C'est ça, et certains bateaux qui vont arriver. Qui vont voguer dans nos eaux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il est exactement pratiquement 13h53 dans le ZCL d'aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, nous n'avons pas une autre chronique avec Catherine aujourd'hui. Catherine était souffrante, mais lundi prochain elle sera là sans problème. Et demain, on retrouve Karine pour notre chronique des GIC. Voilà, merci d'être avec nous et puis à demain.